Bienvenue au débat électoral pour les élections fédérales de 2021. Je me présente, mon nom c'est Charles Lavergne et je suis le président de la Chambre de commerce Témiscakar. Bien sûr, la plupart d'entre vous probablement ne me reconnaissez pas encore. Je suis un nouvel arrivant ici au Témiscamingue qui a décidé de prendre en charge ou d'accompagner la communauté en tant que président. Puis un des projets, celui du conseil d'administration de la Chambre de commerce Témiscakar, c'était d'inviter la population et la communauté d'affaires à un débat électoral. Ça va être le seul débat électoral au Témiscamingue. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle. Bien sûr, dans les circonstances, on comprendra pourquoi. J'aurais été étonné que la salle soit pleine, mais on diffuse en direct sur Facebook Live, sur la page Facebook de la Chambre de commerce Témiscakar et sur la page Facebook de TV Témis. Alors, Philippe, dans un instant, Philippe Doherty, notre modérateur, va vous dévoiler les règles du débat. Et puis, j'espère que vous allez apprécier les échanges qu'il y aura entre les 4 principaux candidats dans la région. Comme vous le savez, il y en a d'autres, mais on est, pour l'instant, ceux qui étaient disponibles au moment où on a choisi d'organiser le débat, c'était les 4 candidats des 4 principaux partis. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon débat et je cède la parole sans plus tarder à M. Philippe Doherty. Merci, M. Lavergne. Donc, M. Lavergne vient de l'indiquer, je suis Philippe Doherty, je suis journaliste à CKVM FM 93.1. À l'invitation de la Chambre de commerce Témiscakar, j'agirai ce soir à titre de modérateur de ce débat électoral pour l'élection fédérale du 20 septembre prochain. Nous allons y aller immédiatement avec le déroulement de la soirée. Donc, on débutera par la présentation des candidats. Le débat, par la suite, suivra sur chacune des thématiques suivantes. Économie et main-d'œuvre, immigration, agriculture, relations avec les communautés autochtones. Par la suite, on redonnera un droit de parole à nouveau à nos candidats pour qu'ils puissent nous présenter leur mot de la fin, leur conclusion. Et le mot de la fin du débat sera réservé au président de la Chambre de commerce Témiscakar, M. Charles Lavergne. Je vous présente maintenant les règlements du déroulement de notre soirée électorale, de débat électoral plutôt. Donc, respect obligatoire entre les candidats dans leurs interventions, bien entendu. Aussi, les 5 questions qui leur seront posées au cours du débat ont été fournies au préalable à nos candidats et candidates pour qu'ils puissent se préparer. Ils ont reçu simultanément ces questions, le déroulement de la soirée ainsi que les règlements du débat. Le temps de parole sera de 90 secondes par candidat à chaque question. L'ordre dans lequel les candidats répondront et répliqueront aux questions a été établi par tirage au sort avant le début du débat. Cet ordre sera conservé pour les droits de réplique. À chaque question, j'indiquerai l'ordre qui a été préétabli. Après le temps de parole de chacun des candidats, qu'on aura complété ce temps de parole pour les questions, ils auront chacune droit à un droit de réplique de 60 secondes. Les candidats seront informés 15 secondes, puis 5 secondes avant la fin de leur temps de parole. Par la suite, j'indiquerai que leur temps est écoulé et ils devront mettre fin à leur intervention. Advenant à un refus de terminer leur intervention, le son du micro pourrait être coupé pour permettre de passer au prochain candidat. Maintenant, les règlements qui s'adressent au public. Aucune intervention du public n'est prévue à l'horaire ce soir. L'ordre et le sujet des questions ont été prédéterminés par le président de la Chambre de commerce Témiscakar et le modérateur du débat. Pour faciliter le déroulement de la soirée, le public est invité à ne pas applaudir ni réagir pendant ou après les réponses des candidats et candidates. Passons dès maintenant à la présentation des candidats et candidates qui s'adresseront à vous dans l'ordre suivant. Tout d'abord, William Legault-Lacasse, par la suite, Bethany Stewart, ensuite, Luis-Henry Gonzalez et finalement, Sébastien Lemire. Monsieur Legault-Lacasse, la parole est à vous.
Bonsoir tout le monde. D'abord, merci beaucoup à la Chambre de commerce pour l'organisation de ce débat-là. C'est vraiment apprécié. Ça nous permet à nous de se présenter à vous, mais aussi de discuter des enjeux qui vous préoccupent. Je vais me présenter, William Legault-Lacasse. Moi, je suis installé à La Sarre. Toutes mes racines sont là-bas. J'ai grandi sur le bord du lac Abitibi pendant mes étés à Galichan. C'est là que j'ai appris à nager. C'est là que j'ai appris à pêcher. C'est là que j'ai découvert aussi ma passion pour le sidou. Et puis moi, j'ai commencé à travailler quand même assez jeune. Les gens me reconnaissent. J'ai joué dans Tranche de vie à TVA. Je faisais le fils de Jean-Michel Anctil puis d'Edith Cochrane, qui vient de La Sarre, elle aussi. J'ai aussi joué dans le film Il était une fois Les Boys, qui est un film qu'on voit passer là, lors du temps des fêtes, là, où j'incarne Jean-Charles. J'ai aussi fait 7 ans dans les Forces armées canadiennes comme officier de logistique dans la marine, comme réserviste. Je me suis enrôlé à l'âge de 17 ans. J'avais encore besoin de la signature de mes parents. Présentement, je suis avocat en droit municipal. Moi, nos petites villes puis nos MRC, c'est vraiment important pour moi. C'est important pour moi de défendre nos communautés. Et puis, j'ai travaillé pendant mes études à Ottawa, au Parlement, pendant 6 ans. Alors, je peux vous dire que les dossiers de région, je connais ça. Je sais exactement à quelle porte aller cogner pour faire avancer les dossiers de chez nous. Puis je trouve qu'en Abitibi-Témiscamingue, c'est le temps qu'on se donne une voix forte, c'est le temps qu'on se donne une voix jeune. C'est extrêmement important pour la relève aussi. Merci. Merci beaucoup, M. Legault-Lacasse. Maintenant, Luis-Henri González. Aujourd'hui, j'ai la fierté de vous présenter le plan de rétablissement du Canada. Le plan de rétablissement du Canada du Parti conservateur, c'est un plan qui essaye de nous donner une nouvelle économie. Le plan va se baser sur un plan d'agir pour le Québec. Mais agir pour le Québec, ce n'est pas seulement un slogan. C'est tout un plan qui met à l'avance la nation québécoise. On va les protéger, on va protéger les compétences de la province et on va leur donner plus de pouvoir pour les besoins de notre région. Aujourd'hui, de façon ponctuelle, je vais vous expliquer de quelle façon le Parti conservateur va agir pour l'immigration, pour avoir un peu plus de travailleurs temporaires, de quelle façon on va agir aussi pour réduire notre dette, notre empreinte écologique aussi. Je suis conservateur depuis toujours et c'est pour moi un honneur de représenter le Parti conservateur dans notre circonscription. Merci d'être présent aujourd'hui et de nous accompagner dans cette soirée pour vous montrer les vrais plans pour arriver à améliorer la situation économique de tous les Canadiens. Merci. Vous m'excuserez, il est survenu une petite erreur de ma part. Le droit de parole devait aller à Bethany Stewart, qu'on écoute immédiatement. Excusez-moi. Bethany Stewart, Nutson Carson, Wominji Iuni. Bonjour, je m'appelle Bethany Stewart et je suis le candidat NPD. Aussi, je suis CRI de la communauté Wominji en Iwishi à la baie James. J'ai allé à l'école postsecondaire à l'Université d'Ottawa. J'ai un double majeur en les sciences politiques et aussi les arts visuels. Ensuite, je vais aller à l'Université Carleton à Ottawa aussi pour faire un master en les études indigènes et canadiennes. C'est quelque chose que je fais maintenant aussi. Je suis très excitée d'être le candidat ici en Abitibi-Témiscamingue. Pour la NPD, on va faire beaucoup de choses pour pas juste les personnes autochtones, comme moi-même, je suis une personne autochtone, alors je vais représenter les personnes autochtones, mais aussi les personnes québécoises. Je comprends les difficultés des personnes québécoises quand ils parlent de leur culture et être représentés proprement comme distincts. Et aussi de garder soin de leur langue. Ça, c'est quelque chose que je sais que je vais faire pour les personnes autochtones et aussi les Québécoises. Je suis très excitée d'être ici. Merci beaucoup. Merci, Mme Stewart. Maintenant, M. Sébastien Lemire. Merci, M. Doherty. D'abord, merci à la Chambre de commerce Témiscamingue pour l'organisation de ce débat. Chambre de commerce dans laquelle je suis membre. Salutations, Mme la mairesse Carmen. Merci d'être présente. Merci à tout le monde pour votre présence aujourd'hui. C'est l'occasion d'un échange entre les candidats qui est importante dans un contexte dans lequel, effectivement, c'est une élection qui n'était pas désirée par tout le monde, mais votre présence ici démontre à quel point, pour vous, la démocratie est importante. Elle l'est pour moi aussi.
Comme député au cours des 2 dernières années, j'ai voulu agir de proximité avec chacun des territoires. On s'entend, ça a été un mandat qui n'aura pas permis de l'être aussi souvent que je le souhaitais au Témiscamingue, ici à Saint-Bruno-de-Guigue particulièrement. Bon, je peux jouer aussi la carte, mon grand-père est né ici, mais bon, je ne suis pas né au Témiscamingue, fait que je vais m'arrêter là. Sinon, j'ai un voilier à Ville-Marie, puis beaucoup de mes vacances ont été prises au Témiscamingue. C'est un deuxième chez moi que j'aime bien nommer. Ce que je veux poursuivre, parce que c'est pour ça que je suis devant vous, c'est de solliciter un nouveau mandat pour poursuivre ce rapport de proximité que j'ai avec vous, de défendre les intérêts de la région de la Témiscamingue et du Québec à Ottawa et de le faire sans compromis, de pouvoir garder cette énergie-là, à mettre de l'avant des solutions pour répondre aux problématiques des Témiscabiens et des Abitibiens, parce que je pense que plus que jamais, on a une opportunité d'avoir un développement local et régional qui nous ressemble. On a des besoins qui sont immenses, les solutions, on les connaît. Maintenant, il faut les mettre en application. Et moi, je vous offre ma voix sans compromis, sans ligne de parti pour pouvoir vous défendre à Ottawa. Merci. Merci, M. Lemire. Nous passerons maintenant à la première question de ce débat. L'ordre de réponse sera la suivante. William Legault-Lacasse, suivi de Luis-Henri Gonzalez, par la suite Bethany Stewart et Sébastien Lemire pour conclure. Donc, la question est la suivante. La pénurie de main-d'œuvre frappe depuis un bon moment la région. La pandémie de COVID-19 a accentué cette situation. Quelles mesures concrètes proposez-vous pour remédier à ce manque de travailleurs et travailleuses? Je ne vous cacherai rien, je pense, en vous annonçant que la COVID-19 a chamboulé l'économie canadienne au cours des derniers mois. Et puis, il y a des décisions importantes qui vont devoir être prises par le gouvernement dans les prochaines années. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites par les libéraux. Je pense qu'on l'a vu, même si les mesures n'étaient pas parfaites dès le début de la pandémie. On était là pour aider les travailleurs, on était là pour aider les entreprises, on était là pour les vaccins, puis on a livré. Pour ce qui est de la pénurie de la main-d'œuvre, je pense que c'est criant. Il n'y a pas une journée, moi, où j'en entends pas parler dans les médias. C'est vraiment quelque chose à laquelle les libéraux, on veut s'attaquer parce que c'est pas quelque chose qui est nouveau de la COVID-19. C'est quelque chose qui existait bien avant la COVID-19 ici. Puis c'est très simple. Ici, c'est assez là, d'annoncer des créations d'emplois. On n'a pas besoin de créer des emplois dans la région. On a besoin d'en combler. On manque pas de job, on manque de monde. C'est pas difficile à comprendre. Puis pour ça, il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre de l'avant pour s'attaquer directement à la pénurie de la main-d'œuvre. D'abord, la facilitation de l'immigration. Je pense que l'intégration des immigrants, c'est en région que ça se fait le mieux. La facilitation puis la diminution de la lourdeur administrative pour ce qui est d'amener des travailleurs étrangers ici au pays. La formation, le développement des compétences. Une personne polyvalente peut faire beaucoup plus qu'une personne qui l'est moins. On voit aussi l'effet de la création de 37 000 places en garderie. Écoutez, ça permet à des hommes et à des femmes qui doivent rester à la maison de combler des postes sur le marché du travail. Les aînés aussi ont leur rôle à jouer. Donc, c'est plein de micro-mesures comme ça qui peuvent nous permettre de s'attaquer directement à la pénurie de main-d'œuvre. Merci, M. Legault-Lacasse. On passe maintenant à M. Luis-Henri Gonzalez. La démographie vieillissante de Québec, c'est la principale cause pour la pénurie de main-d'œuvre. Et ça, on ne peut pas le régler à court terme. Jusqu'à 2030, on va avoir une pénurie à conséquence que notre démographie était structurée comme ça. En conséquence, on doit établir des plans à court, à moyen et à long terme. À court terme, il y a des circonstances économiques du gouvernement libéral qui ont empiré la situation de la pénurie de main-d'œuvre. La PCU ou la PCRE sont des conséquences importantes dans la pénurie de main-d'œuvre. Il y a quelques-uns qui ont décidé de rester à la maison en place de travailler dans un dépanneur. Et aujourd'hui, la meilleure façon de régler à court terme, c'est de finir avec la PCUR et d'envoyer le monde à travailler de nouveau. Cet argent doit être dirigé pour que les entreprises puissent utiliser de meilleure façon les nouveaux employés. À moyen terme, la migration, c'est indiscutable. On a besoin de main-d'œuvre temporaire pour aller travailler dans les champs. Et c'est pour ça qu'un gouvernement conservateur va repatrier, va leur donner à la province plus de pouvoir en migration pour faciliter l'arrivée des immigrants temporaires. Et dernière, à long terme, les choses qu'on doit faire, c'est plus d'éducation pour rentrer dans le marché du travail. Merci, M. Gonzalez. Nous passons à
Bethany Stewart. Merci. La pénurie de main-d'œuvre est ici très important pour tout la Témiscamingue. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et d'assurer que les personnes qui entendent encore leur permis de travail vont avoir. Il y a 50 000 personnes qui encore attendent d'avoir le permis de travail. Alors, il y a des personnes ici qui peuvent travailler, mais il n'y a pas le droit d'aller à travail. Aussi, je ne pense pas que la PCRE est la issue de la pénurie de main-d'œuvre. La raison pour ça, il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas encore ouverts. Alors, il y a des personnes qui restent à la maison, oui, mais ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas les places pour lui. Pour insérer qu'on fait fin aussi de la pénurie de main-d'œuvre, le NPT va mettre ensuite un prime pour les personnes qui retournent au travail où il a travaillé avant la COVID. Et aussi, ça va aider aussi les propriétaires des petites entreprises. Ça, c'est leur plan pour nous aussi. Merci. Merci, Mme Stewart. On conclut avec M. Sébastien Lemire. Merci pour la question. On s'entend la pénurie de main-d'œuvre au Témiscamingue. Je pense qu'il faut d'abord nommer l'enjeu de l'obstétrique. Évidemment, c'est un enjeu qui est provincial. Le premier enjeu sur lequel le Bloc québécois se compromet, puis c'est chiffré dans notre plateforme, sur lequel on demande le plus d'argent, c'est le respect de la demande unanime du Québec et des provinces, qui est des transferts en santé. On s'entend, dans les années 60, il y avait une entente entre le fédéral et le Québec et les provinces pour pouvoir amener les dépenses à 50 %. Donc, pour chaque dollar dépensé en santé, 50 % venait du fédéral. En ce moment, c'est de l'ordre de 22 %, puis même au début de la COVID, c'était 18 %. La demande unanime du Québec et des provinces est à 35 %, ce qui veut dire une majoration de 28 milliards sans compromis. À l'échelle québécoise, ça veut dire 6 milliards. Et si on considère qu'on est 2 % de la population en Abitibi-Témiscamingue, ça veut dire 120 millions. Sur un budget d'un peu moins que 500 millions qu'a le CISAT, s'il y avait 120 millions supplémentaires, donc c'est plus de 20 % de leur enveloppe, même 25 % de l'enveloppe, qui pourrait être dépensée davantage. On n'aurait pas la problématique qu'on vit par le manque de main-d'œuvre. Également, pour les mesures emploi, ça prend davantage de flexibilité, de la flexibilité aussi pour nos aînés. C'est pas normal que les aînés, des jeunes retraités qui ont encore une force de travail, s'ils travaillent, ils perdent leur argent. Ça prend des crédits d'impôt peut-être de l'ordre de 5 à 8 000 $ qui leur permettraient d'avoir un apport complémentaire sur le marché du travail. Et aussi pour les jeunes, un crédit d'impôt pour les jeunes diplômés qui reviennent en région. C'est un projet de loi qu'on a déposé plusieurs fois, qu'on va redéposer encore. Merci. Les droits de parole sont maintenant complétés pour cette question. Passons maintenant aux droits de réplique dans le même ordre. William Legault-Lacasse. Les conservateurs puis le Bloc, surtout Louis vient juste de nous parler de la PCU puis de la PCRE. Juste avant de m'en venir ici, j'ai fait un petit détour pour aller voir le pont couvert, puis une dame de Rouyn m'a exprimé à quel point la PCU et la PCRE l'a sauvé du trouble, parce que sinon, financièrement, elle ne savait pas où s'en allait. Du tout. Puis, on s'entend que ce n'est pas la PCRE qui crée la pénurie de main-d'œuvre. Présentement, le taux de chômage est à un de ses plus bas. On est à 3,5 %. On a tellement baissé la PCRE qu'il faut d'ailleurs prendre fin probablement en octobre, que ça représente présentement autour de 7 $ de l'heure. Donc, c'est plus compétitif, là, la PCRE pour les entreprises. Puis je pense qu'il n'y a personne ici qui va accuser les libéraux ce soir, littéralement, d'avoir éteint un incendie avec la COVID-19 en jetant trop d'eau sur le feu. On était là, présents au début, pour s'attaquer au problème. Luis-Henri González. Oui, j'ai précisé que la PCU, ce n'est pas le problème principal de la pénurie de main-d'œuvre, mais a empiré, a aidé que dans la période de session, dans l'été, où on peut engager des étudiants ou des personnes pour des petits jobs, ça a empiré la situation. Je pense que l'argent, dans le départ de la pandémie, a été bien de donner une aide, personne ne contredit ça, mais de continuer à extensionner la PCU seulement par des fins électoraux, ça c'est le problème. Je pense qu'il faut les couper maintenant et faire que tout le monde rentre dans le travail. Et utiliser cet argent-là pour que les entreprises puissent continuer à marcher de meilleure façon et remplir
les trous qu'il y a aujourd'hui avec la pénurie de main-d'œuvre et pouvoir utiliser un autre moyen comme donner des subventions pour que les personnes à la retraite retournent dans le marché du travail, par exemple. Bethany Stewart. OK. So, encore sur la PCRE, il y a beaucoup de personnes qui attendent le travail, beaucoup de jeunes qui attendent le travail à les places comme les grocery stores, qui n'ont pas beaucoup de places pour travailler parce que la COVID. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont besoin pour payer leur loyer. Aussi des personnes qui ont besoin de ça pour garder soin de son famille, parce que beaucoup de personnes sont en risque de la COVID encore. On est sur un 4e étage maintenant pour la pandémie. Alors, on a besoin de garder le PCRE jusqu'à la fin de la pandémie pour s'assurer que tout le monde va être supporté. Et aussi, on va mettre, pour aider la pénurie de main-d'œuvre, on va aider un crédit d'impôt pour encourager les nouveaux diplômes. Sébastien Lemire. Merci. Je pense que si on veut régler la pénurie de la main-d'œuvre, le premier enjeu sur lequel il faut s'attaquer, c'est le logement. Ça nous concerne aussi au Témiscamingue. Sinon, c'est aussi d'investir dans la recherche et développement puis dans l'automatisation. On se doit d'avoir des programmes qui favorisent l'innovation et l'automatisation des procédés. Et après ça, la PCRE, je pense qu'effectivement, c'est une bonne mesure pendant 2 mois, pendant 4 peut-être, mais après 1 an et demi, effectivement, ça a créé un effet pervers en Abitibi-Témiscamingue et de nombreux restaurateurs et gens de l'industrie me l'ont nommé cet enjeu-là. Après ça, il y a tout l'enjeu d'Internet haute vitesse, enjeu sur lequel je me suis attaqué de front en dénonçant comment les programmes fédéraux n'étaient pas adaptés à l'Abitibi-Témiscamingue. Si on veut brancher même jusqu'à 98 % des Canadiens d'ici 2026 ou 2030, le 2 % qui reste aurait de fortes chances d'être ici. C'est pour ça que l'annonce des transferts directement au Québec dans le plan qu'il y avait était la meilleure mesure qu'on pouvait faire. Ça prend des mesures qui soient flexibles et adaptées pour l'Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, ça concernera l'immigration aussi, puis j'y reviendrai dans quelques minutes. Merci à tous et à toutes. L'immigration peut en partie servir à contrer la pénurie de main-d'œuvre. La lourdeur administrative qui entoure les démarches que les employeurs doivent effectuer pour recruter au niveau international repousse plusieurs entrepreneurs qui auraient pourtant besoin des employés potentiels qui pourraient immigrer. Aussi, on constate l'absence de services de proximité en région pour faciliter les démarches pour obtenir les permis de travail et différentes autorisations permettant une meilleure intégration des travailleurs étrangers. Quel engagement pouvez-vous prendre pour diminuer l'impact bureaucratique sur l'attraction de main-d'œuvre étrangère au Témiscamingue? Le droit de parole va en premier à Bethany Stewart, suivi de William Legault-Lacaze, Sébastien Lemire, puis Luis-Henri Gonzalez. Madame Stewart. Merci. Merci pour la question, tout le monde. Pour l'immigration, il y a beaucoup de différents issues là-bas, comme l'équité salaire. Les personnes qui viennent ici ont des fois pas le même salaire que les autres personnes. Ça, c'est un grand issue pour les femmes. On a besoin d'être sûr que le salaire est la même chose pour tout le monde. Ça touche aussi les femmes qui sont immigrées ici au Canada. Et pour le permis de travail, je vais juste dire encore qu'il y a 50 000 personnes qui attendent pour travailler. Quand on parle de la pénurie de main-d'œuvre, on a besoin d'être sûr que toutes les personnes qui peuvent travailler ici vont avoir la chance. Aussi, on a besoin d'avoir de la transparence des employés, des rémunérations, parce que ça, c'est un grand issue pour les personnes. Quand on va être sûr qu'il y a une équité salaire aussi. Et oui, merci. Merci, Mme Stewart. Passons maintenant à William Legault-Lacaze. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on n'a pas besoin de créer d'emplois dans la région, on a besoin d'en combler. C'est criant. Puis, comme M. Lemire vient juste de le mentionner, on avait beau vouloir plus de monde en région, mais on manque de logements.
Donc, tout est interconnecté. On a aussi beaucoup de jeunes qui ont quitté la région pour aller faire des études ailleurs. Il faut les inciter à revenir. On a des familles qui pourraient venir aussi s'établir ici avec la relance de la COVID. On a aussi des entreprises qui veulent venir s'établir en région, mais que parfois la couverture cellulaire ou l'Internet haute vitesse ne la permet pas. Donc, c'est plein de solutions comme ça qui sont toutes interconnectées, qui vont permettre de s'attaquer à la pénurie de la main-d'œuvre. Mais concrètement, on le sait, l'immigration, c'est une partie de la clé. On manque de monde dans la région. Puis comme je l'ai dit plus tôt, les immigrants s'intègrent très bien ici au Témiscamingue. Puis concrètement, les libéraux, on veut faciliter tous ces processus-là. D'abord, on veut rendre le processus de demande de résidence permanente gratuit. Aussi, on parle d'une régionalisation des processus d'immigration. On le sait, j'ai rencontré une travailleuse étrangère il y a quelques jours, puis elle me disait qu'elle devait prendre 2 à 3 jours de congé de son emploi parce qu'elle devait aller conduire jusqu'à Montréal pour pouvoir faire certains examens, puis après ça revenir. C'est clairement pas adapté à notre région, puis c'est vraiment un enjeu auquel les libéraux, on veut s'attaquer. On a un bon bilan sur la question, puis on veut continuer dans ce sens-là. Merci, M. Legault-Lacasse. Maintenant, Sébastien Lemire. Merci, M. Doherty. Vous me permettrez, je vais agir en droit de réplique parce que le bilan libéral, c'est celui du gouvernement des 6 dernières années et aucune action n'a été faite sur la régionalisation de l'immigration. Bien au contraire, c'était la centralisation. Les besoins, ils sont très clairs. Le rôle du fédéral devrait se limiter à une seule chose, c'est l'enjeu de la sécurité. Est-ce que le nouvel arrivant qui veut venir s'établir ici, est-ce qu'il est sécuritaire? Et à partir de ça, transférer les demandes à Québec. Le dédoublage des structures, l'arrérage, il est très lourd et ça fait partie de la difficulté qu'on a à répondre aux besoins de la pénurie de la main-d'œuvre. Quand on regarde du côté de la frontière de l'autre bord de l'Ontario, excusez, par là, on a 10 km à faire pour traverser la frontière. Et la réalité, c'est que leur délai pour pouvoir régler l'immigration pour les résidences permanentes, c'est de 7 à 10 mois. Du côté du Québec, et le ministre Mendicino l'a affirmé lui-même, on a ralenti volontairement les processus d'immigration avec le Québec. Et ça a des conséquences. Ça prend de 27 à 30 mois à traiter des dossiers. Et ça a des conséquences pour nos entreprises qui coûtent entre 5 000 et peut-être même jusqu'à 20 000 quand ils ciblent un travailleur étranger pour le faire venir en Abitibi et au Témiscamingue. Ça a des conséquences qui sont immenses sur leur rentabilité. C'est des risques à chaque fois. La paperasse administrative, elle est lourde. C'est des conséquences d'un gouvernement qui n'a pas voulu simplifier les processus. Et par-dessus tout, il manque de fonctionnaires à Ottawa pour pouvoir traiter les dossiers. On le voit en ce moment, beaucoup sont concentrés vers le rapatriement des réfugiés et il y en a plus qui sont capables de répondre aux besoins de nos entrepreneurs. Merci, M. Lemire. Maintenant, conclusion avec M. Luis-Henri González. Dans cette élection, on a écouté beaucoup le rôle du fédéral. Je pense que c'est le moment qu'on va regarder entre un fédéralisme et c'est quoi exactement le fédéralisme qu'on voudrait. Le Parti conservateur, il prend pour un fédéralisme de partenariat, pas un fédéralisme de paternalisme comme l'a fait le gouvernement libéral. Le paternalisme a fini pour devenir bureaucratique. Et c'est ça le but de la question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la bureaucratie nous donne beaucoup plus de facilité pour faire venir les immigrants? Aujourd'hui, l'immigration est nécessaire pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Jusqu'à maintenant, le fédéralisme de paternalisme ne sert à rien. C'est seulement donner l'argent. On a besoin d'un fédéralisme de partenariat. Ça veut dire que le gouvernement conservateur, c'est le seul qui va transférer des compétences en migration au gouvernement de Québec. De cette façon-là, il va être beaucoup plus facile et rapide de traiter tous les dossiers liés à la migration parce que va être Québec qui va décider où est-ce que vont aller les immigrants pour travailler. Dans le cas puntuel, va venir au Témiscamingue et les procédures vont être beaucoup plus rapides. Les choses qu'on écoute toujours, c'est qu'on perd beaucoup de main-d'œuvre parce que c'est beaucoup plus rapide d'aller le faire à Ontario qu'ici au Québec. Si c'est le gouvernement de Québec qui va traiter, M. Legault l'a dit déjà, c'est le Parti conservateur le seul qui va faciliter. Donc, passons maintenant au droit de réplique, toujours dans le même ordre que tantôt. Madame Stewart, pour amorcer. OK, merci. Quelque chose que je sais beaucoup de personnes dit, plutôt le Parti le Bloc québécois dit les issues de la sécurité, des immigrations. Je ne pense pas que les immigrants sont un issue pour l'insécurité.
une chose que j'ai entendue et qu'on ne sait pas si l'on est terroriste, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un vue qui est très raciste. On n'a besoin de pas regarder les personnes et penser, oh non, c'est un issue sécuritaire. Mais on a besoin de penser de comment les immigrants peuvent aider notre économie. Il va prendre les emplois qui n'en sont non pas maintenant les personnes là-bas. Ils prennent beaucoup les emplois que les personnes ne veulent pas travailler aussi. So, on a besoin d'insérer que les immigrants vont avoir de la support aussi. Merci, Mme Stewart. Passons à M. Legault-Lacasse. Moi, je vais faire un survol davantage de la plateforme libérale puis des mesures concrètes qu'on veut mettre de l'avant pour pallier justement aux problèmes qu'on a ici en région par rapport à l'immigration. On le sait, avec la COVID-19, les délais d'immigration ont augmenté, puis on veut les réduire à 12 mois. On veut aussi réformer le programme d'immigration pour faciliter la revenue des travailleurs étrangers. On veut aussi élaborer une stratégie en matière de main-d'œuvre dans le secteur agricole avec les employeurs, avec les syndicats, pour directement s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre qui perdure. On veut aussi établir un système d'employeurs de confiance pour simplifier le processus des demandes d'entreprises canadiennes pour engager des travailleurs étrangers. On veut aussi réformer les programmes d'immigration économique pour élargir les voies d'accès à la résidence permanente, comme j'ai dit plus tôt, qui allait maintenant être gratuite. Puis nous, on veut faire en sorte que ça soit plus facile, au final, de rapprocher les travailleurs et les employeurs, d'attirer des talents du monde entier puis de fournir la formation dont les travailleurs puis les entreprises ont besoin pour réussir. Merci, M. Legault-Lacasse. Réplique maintenant pour M. Lemire. Merci beaucoup. Bon, on ne le voit pas ici, je m'excuse, mes souliers sont un peu sales parce que je reviens tantôt notamment des pommes de terre du Témiscamingue où j'ai jasé avec Florence puis Stéphane, notamment. En fait, je suis allé les revoir parce que, d'abord parce que c'est des amis, mais aussi parce qu'ils m'avaient interpellé il y a quelques semaines, quelques mois, avec de nombreux producteurs de la région parce que le programme des travailleurs étrangers temporaires est affreusement lourd, coûte affreusement cher et il y a de la paperasse très lourde. Et il n'a pas su s'adapter à la réalité des régions éloignées. En recevant un chèque de 750 $ par travailleur étranger, ce chèque-là a été diminué de moitié en date du mois de juin. La réalité, avec une saison agricole qui commence plus tard au Témiscamingue, bien, une fois que l'enveloppe est terminée, on est pénalisé. Ça prend des mesures qui soient adaptées pour la région et qui soient universelles pour des régions éloignées. Parce que juste le 1 500 $ qui est là normalement, juste en transport, c'est ce que ça coûte aller chercher un travailleur étranger temporaire au niveau salaire, nourriture, hôtel et autres à l'aéroport de Montréal. Merci, M. Lemire. Passons maintenant à M. Luis-Henri González. Moi, je crois que le moment, ce n'est pas les bonnes intentions, il faut passer à l'action. C'est pour ça que le plan d'Agir pour le Québec comprend de façon très précise un plan pour la pénurie de main-d'œuvre. Si on transfère dans les premiers 100 jours au gouvernement de Québec la décision pour les travailleurs temporaires, c'est certain que les agriculteurs, pour la prochaine session qui va venir dans quelques mois, ça veut dire pour l'été prochain, ils vont avoir les travailleurs qu'ils ont besoin. Si on continue seulement avec les promesses des conservateurs, on va continuer avec la même paperasse et les travailleurs ne vont pas arriver. Ça, c'est du temps perdu et aujourd'hui, tous les producteurs agricoles ont besoin maintenant de produire. Parce que s'ils arrêtent de produire, la concurrence extérieure va arriver. Et la meilleure façon de pousser notre production agricole, c'est de donner les moyens à les agriculteurs pour produire. Merci. Merci, M. González. Passons maintenant à notre troisième question de la soirée. Le secteur agricole est à l'origine du développement du Témiscamingue. Traditionnellement, les fermes se transmettaient au sein d'une même famille sur plusieurs générations. Cependant, au cours des dernières années, la fiscalité de ces transactions a créé un désavantage marqué pour ce type de transfert, ce qui a freiné cette façon de faire, en plus de nuire à la relève agricole. Que comptez-vous faire pour rectifier cette entrave au transfert d'entreprises agricoles dans une même famille? Les droits de parole iront comme suit. William Legault-Lacasse, suivi de Luis-Henri González, par la suite Bethany Stewart et enfin Sébastien Lemire. Commençons avec M. Legault-Lacasse.
On le sait, ce qui est le plus important dans la région pour nos agriculteurs, c'est la relève, la relève, la relève. Il n'y a pas une fois que moi, je n'en entends pas parler. Ça, je dois le donner, les députés du Bloc ont déposé un projet de loi pour faciliter le transfert intergénérationnel des fermes familiales. C'est un objectif qui est noble, qui est bon. C'est ce qu'on entend sur le terrain. C'est ça que les gens veulent. Cette loi-là, elle a été adoptée. Cette loi-là, elle a été votée. Elle a reçu la sanction royale. La loi, c'est la loi. Nous, c'est certain qu'il y a certaines choses qu'on veut modifier parce que présentement, le cadre fiscal de cette loi-là est beaucoup trop large. On a remarqué qu'il y a des risques d'évasion fiscale qui ressortent de cette loi-là. Puis c'est pour ça que dans les premiers 100 jours d'un gouvernement libéral réélu, on va réouvrir la loi pour l'adapter parce que présentement, c'est une loi qui est titrée pour les fermes familiales intergénérationnelles, mais il y a je pense que 98% des entreprises qui peuvent en bénéficier ne sont pas des entreprises agricoles. Donc, on pourrait se retrouver avec des entreprises de la construction qui font du millage sur cette loi-là, alors qu'on veut prioriser les entreprises agricoles. Mais c'est important, la relève, on en parle beaucoup, la relève pour les femmes, la relève pour les jeunes, il faut les appuyer. On s'entend que ça coûte aussi très cher pour un jeune de reprendre la ferme. Il faut que le gouvernement fédéral soit là pour payer sa part, puis l'aider à continuer de génération en génération la tradition familiale du travail agricole. Merci, M. Legault-Lacasse. Au tour maintenant de Luis-Henri González. Je voudrais préciser quelque chose. La loi que parlait M. Williams, c'est la loi C-208. C'est une loi qui, merci à le Bloc québécois, a été approuvée pour réduire le fardeau fiscal pour les transferts de toutes les compagnies entre la même famille. Je pense que c'est une loi très louable. Les choses que cherche, c'est de maintenir la terre dans la propriété des Québécois. De façon ponctuelle dans tous les Canadiens, mais des Québécois s'applique dans notre secteur. Malheureusement, le Parti libéral a essayé d'annuler l'application de la loi. Mais la meilleure façon pour justement promouvoir l'agriculture, c'est de permettre que la terre reste dans la main de la même famille. Et c'est pour ça que la loi C-208 fait de sorte que les transferts de la terre dans la même famille, il n'y a pas de fardeau fiscal. Le gouvernement conservateur, les choses qu'il va faire toujours, parce que c'est un de ses principaux paliers de politique, avoir une autonomie agroalimentaire. Et pour avoir une autonomie agroalimentaire, il faut que la terre reste dans la main des Québécois. Et pour ça, toutes les politiques et les lois pour réduire le fardeau fiscal va être toujours poussé pour les conservateurs. Merci. Merci, M. González. Maintenant, au tour de Bethany Stewart. Merci. Comme le NPD, ont installé la bill projet de loi 279. Cet projet de loi a rendu que le transfert des fermes entre les familles est plus facile. Aussitôt que les parents peuvent transférer les fermes aux ses enfants, ça, c'est quelque chose qui a aidé beaucoup les agriculteurs et agricultrices. Aussi, les taxes étaient très hauts en avance de ça pour les personnes qui veulent transférer à leur famille. C'est peut-être pas trop haut si tu transfères aux les autres parties. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'être sûr qu'on protège les agriculteurs et agricultrices. Ils sont les personnes qui nourrissent tout le monde autour de la Canada. Et aussi, on a besoin d'être sûr que les personnes qui font les choses pour l'agriculture peuvent avoir une grosse chance d'avoir... OK, merci. Droit de réplique, M. Legault-Lacasse. Comme je l'ai dit plus tôt, on veut vraiment faciliter le transfert intergénérationnel des fermes familiales au Québec et au Témiscamingue. C'est une priorité. On veut tout simplement combler les lacunes qu'on peut retrouver dans la loi pour qu'au final, ce soit vraiment que les fermes familiales qui puissent en bénéficier. Moi, j'ai un appui important que je veux qu'on apporte aux producteurs par nos femmes et par nos jeunes. Moi, j'ai une sensibilité particulière pour cet enjeu-là, surtout en agriculture, parce que c'est des groupes qui sont sous-représentés. Puis, je n'ai pas besoin de vous expliquer ici l'importance de la relève. C'est
primordial pour qu'on s'assure une stabilité pour notre agriculture de demain. Puis moi, je vais être là pour soutenir les jeunes en démarrage, puis s'assurer qu'ils soient capables de vivre de leur entreprise au final. C'est pour ça qu'on met en contribution Financement agricole Canada pour appuyer les producteurs et les productrices à travers le pays, mais aussi dans nos programmes, dans notre plateforme, on propose un partage des coûts qui est plus avantageux pour les jeunes producteurs. On le sait, normalement, c'est peut-être 50-50, mais là, présentement, on veut du 70-30 pour les jeunes. C'est un exemple d'une façon qu'on veut aider les jeunes à entrer dans le secteur. Vous m'excuserez, le modérateur qui a commis une petite erreur. On devait donner le droit de parole, le premier droit de parole à M. Lemire. On s'en excuse, on vous le donne immédiatement, M. Lemire. Merci, M. Doherty. D'abord, j'aimerais saluer la présence de la préfète du Témiscamingue, élue démocratiquement, Mme Claire Bolduc, dans la salle. Les enjeux d'agriculture, évidemment, c'est un enjeu qui l'intéresse. La question de C-208 est effectivement un projet conservateur déposé par M. McGuire. Et ça a été une fierté pour moi d'être le premier député du Bloc québécois à pouvoir répondre de ce projet-là en deuxième lecture, en troisième lecture, aussi d'intervenir en comité. La réalité de ce projet de loi, c'est que c'est un projet de loi qui a été aussi déposé par les libéraux, par Emmanuel Dubourg en 2015. Soit juste avant que les libéraux prennent le pouvoir, parce que pendant les 6 ans qui ont été là, ce projet de loi a été déposé par M. Caron du NPD, par Xavier Barcelou-Duval du Bloc québécois également, et il a été rejeté par les libéraux quand ils étaient majoritaires, et ils ont continué cette opposition-là quand ils étaient au pouvoir. J'ai-tu 1 minute et demie ou j'en ai eu juste Normalement, ça aurait dû être 90 secondes, excusez-nous. Et donc, si on refait la chronologie, les libéraux ont menti. En fait, c'est même le directeur parlementaire du budget, parce que les libéraux défendaient qu'il y aurait de l'évasion fiscale de l'ordre d'1,1 milliard. Le directeur parlementaire du budget a rectifié les chiffres. Les pertes de revenus seraient de l'ordre d'environ 100 millions. 100 millions, cet argent-là, serait aussi de l'argent qui est transféré. Parce que la valeur d'une ferme d'1,5 million, quand elle est transférée à des membres de la famille, ça représente 800 000 qui est à payer en impôts. C'est le régime de retraite de nos agriculteurs. Quand on vend à un étranger, ça coûte environ 400 000 $. Donc, pourquoi que cette loi-là était essentielle? C'est pour ça que j'ai pris la parole. Étant un ancien de la relève agricole, ça me tenait à cœur. Et je vais conclure en mentionnant que les libéraux ont remis en question cette loi-là, malgré la sanction royale en juillet dernier. C'est inacceptable. Merci, M. Lemire. On s'excuse encore une fois. Alors, continuons maintenant les droits de réplique avec M. Luis-Henri González. Je voudrais revenir sur cette loi-là parce qu'en réalité, il vous montre l'intérêt du Parti conservateur d'aider les petites entreprises, à différence du Parti libéral, malheureusement, qui ne voudrait pas aider les petites entreprises. Et en place de taxer les grandes compagnies, il voudrait que c'est les petits qui payent les taxes. Dans ce sens, les projets conservateurs, les choses que voudraient, c'est de faciliter et enlever un peu de fardeau fiscal pour que tout le monde maintienne la petite compagnie. Mais les libéraux ont essayé de toute façon pour dire que peut-être il y avait des possibilités d'évasion ou de fraude. Mais je pense qu'il faut taxer les grosses compagnies plus que les petits et aider pour que les agriculteurs ils peuvent continuer à avoir la terre dans la famille. Ça, c'est très important et je voudrais le préciser parce que l'autonomie agroalimentaire, je le répète 10 000 fois, c'est très important pour l'avenir et pour nos enfants. Merci. Merci, M. González. Droit de réplique, Bethany Stewart. Merci. OK. So, ici, au Abitibi-Témiscamingue, on a beaucoup de l'agriculture. Je vois déjà quand je construis autour Abitibi-Témiscamingue. So, c'est très important qu'on investisse dans les communautés agricoles. On a besoin aussi d'investir en les jeunes et nouvelles personnes à l'agriculture. Sur les nouveaux agriculteurs, agricultrices, et ont besoin de compenser entièrement tout par les mauvaises choses que les partis libéraux ont fait. On a besoin d'être sûr qu'on a l'agriculture durable autour de la Canada et ensuite aussi Abitibi-Témiscamingue ici. Oui, OK, merci. Merci, Mme Stewart. Terminons les droits de réplique avec M. Lemire. Merci. Vous savez, l'importance d'un gouvernement minoritaire vient d'être démontrée dans le projet de loi très important pour le Témiscamingue et pour l'Abitibi, qui est C-208.
Les libéraux viennent de nous dire que la loi qui a été votée démocratiquement par le Parlement, il allait la remettre en question. Donc déjà qu'il y a eu toute l'obstruction parlementaire qui a pu être faite et que ça a été voté à la dernière minute pour recevoir la sanction royale. Déjà qu'au mois de juillet, ils ont lancé un ballon d'essai qui a évidemment frappé un mur parce que l'ensemble des acteurs du milieu agricole, la Fédération de la relève agricole, l'UPA et les autres, puis même la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante voulaient ce projet de loi-là qui se réalise tel quel, parce que c'est essentiel. Ça concerne le milieu agricole, mais ça concerne aussi toutes les entreprises familiales. C'est un enjeu qui est essentiel et comptez sur moi pour protéger ça de façon intégrale. Évidemment, pour l'enjeu de la relève, aussi, moi, j'ai une préoccupation sur comment on aide la relève à devenir propriétaire des terres. Un des enjeux, les terres en friche, comment on peut les remettre. Actuellement, il y a beaucoup de programmes pour le reboisement, mais il n'y en a pas pour la remise en terre agricole et en production, particulièrement pour la relève. Il doit y avoir de l'argent pour ça. Merci, M. Lemire. Demeurons dans l'enjeu de l'agriculture. Question numéro 4 de cette soirée. Au cours des dernières années, le système de gestion de l'offre en vigueur au Canada a souvent été remis en question lors de négociations d'ententes internationales. Le monde agricole s'entend pour dire que ce système constitue un rempart, une protection pour différentes industries canadiennes face à la compétition de producteurs internationaux. Comment vous et votre parti pourrez protéger la gestion de l'offre et pourrez-vous assurer que ce système ne fera plus l'objet de négociations? Les droits de parole iront comme suit. Tout d'abord, Sébastien Lemire, ensuite William Legault-Lacasse, par la suite Bethany Stewart et, pour compléter, Luis-Henri Gonzalez. Monsieur Lemire. Quelle question importante pour le Témiscamingue. Effectivement, la gestion de l'offre a permis pour une région éloignée de préserver notre modèle agricole. Et ce modèle-là agricole a été remis à l'abattage, si vous me permettez l'expression, par le gouvernement conservateur sous Stephen Harper et par le gouvernement libéral. Au cours des 3 grands accords de libre-échange qui ont eu lieu, que ce soit l'accord transpacifique, que ce soit avec l'Europe ou celui avec l'ALENA, à chaque fois, il y a eu 3 à 4 % de la gestion de l'offre qui a été sacrifiée au profit de lait diafiltré et de substances étrangères. Et ça a une conséquence. C'est nos producteurs agricoles, c'est 10 % de leurs revenus qui a été affecté. Le Bloc québécois a déposé un projet de loi qui s'est rendu en 3e lecture, qui a reçu l'aval de Justin Trudeau, non sans, disons, bonne négociation de coulisses, dans lequel les députés conservateurs du Québec ont voté pour, mais dans lequel le chef, Erin O'Toole, a voté contre. Quand on dit un parti politique qui défend les intérêts du Québec et uniquement les intérêts du Québec, qui ne fait pas de compromis avec le restant de son caucus, l'exemple de l'accord de libre-échange sur la gestion de l'offre en est un exemple fascinant. Le Bloc québécois va redéposer le projet de loi qui a été mort au feuilleton en 3e lecture. S'il y a une raison qui me fâche énormément d'être en élection présentement, c'est qu'on était sur le bord de faire adopter le projet de loi pour s'assurer qu'il n'y aurait plus jamais de brèche dans la gestion de l'offre. Et à cause des élections précipitées, égoïstes de la part de Justin Trudeau, on l'a mis à poubelle. Et ça, à mon sens, c'est inacceptable. Merci. Merci, M. Lemire. Passons maintenant à M. Legault-Lacasse. La gestion de l'offre, je n'ai pas besoin de le dire à personne, c'est l'épine dorsale de nos agriculteurs. C'est ce qui nous permet d'avoir des fermes familiales. Puis, c'est les libéraux qui ont instauré la gestion de l'offre. C'est nous qui l'avons créée. C'est les libéraux qui vont toujours la défendre. On a promis de ramener dans les 100 premiers jours d'un nouveau mandat libéral tous les projets de loi qui ont été mis sur pause, comme le projet de loi sur la gestion de l'offre. Mais on a défendu, on a protégé la gestion de l'offre. C'est vraiment un gouvernement libéral qui l'a mis en place. C'est un gouvernement libéral qui va la protéger. Puis ça, j'en suis sérieux. J'ai travaillé pendant 2 ans pour le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture, Jean-Claude Poisson, un producteur laitier. Pendant 2 ans, on s'est assis avec l'UPA. Pendant 2 ans, on s'est assis avec les producteurs laitiers pour véhiculer, lors des accords commerciaux étrangers, à quel point c'était important pour notre économie, la gestion de l'offre. Je ne peux pas assez le réitérer. C'est quelque chose à quoi je vais me battre, la gestion de l'offre. Les producteurs canadiens, sous la gestion de l'offre, ils font, comme je l'ai dit, ils font partie de l'épine dorsale de notre économie, surtout ici au Témiscamingue. Puis, on l'a dit, pour les brèches qui ont eu lieu dans la gestion de l'offre, il va y avoir compensation. On ne peut pas laisser nos agriculteurs juste comme ça. Il va y avoir compensation. C'est 691 millions sur 10 ans. Puis les compensations sont adaptées selon les désirs des producteurs. On l'a vu, il y a des producteurs qui décident qu'eux, ils préfèrent avoir une compensation qui est dans leurs infrastructures ou qui est sur du long terme. Mais on a aussi des producteurs qui nous disent qu'ils veulent recevoir un chèque en blanc. Donc, on est en train de regarder les différentes possibilités pour vraiment répondre aux besoins des agriculteurs pour ce qui est des compensations. Merci, M. Legault-Lacasse. Passons maintenant à Bethany Stewart.
OK. So, on a besoin de protéger les industries canadiennes. On a un domaine traverse Canada très divers. Il y a beaucoup de personnes et les producteurs et productrices ici ont besoin d'être sûrs que les personnes assureront qu'ils achètent localement. Et je sais que c'est quelque chose en Abitibi-Témiscamingue qui est très important parce qu'on voit beaucoup d'agriculture aussi. Les producteurs de laitier sont très importants au Canada. On parle beaucoup de ça et comment on peut protéger tous les producteurs et productrices au Canada. Merci. Merci, Madame Stewart. Monsieur Luis-Henri González. La question sur la gestion de l'offre, c'est très pertinent parce que justement, on a reçu de la UPA la question pour nous positionner de façon officielle qu'est-ce qu'on va faire et c'est quel est notre compromis. Alors, je profite de façon publique pour dire que le Parti conservateur va protéger la gestion de l'offre et peut-être pareil que tous que vous avez écouté, on était en train de protéger la gestion de l'offre. Mais on va aller plus loin que ça parce que c'est pas seulement de promettre qu'on va protéger la gestion de l'offre. Je pense que la plupart des agriculteurs qui aujourd'hui sont en train de nous écouter n'ont pas reçu la compensation à conséquence de la négociation qui s'est faite avec l'Asie et l'Europe. À conséquence de la dernière négociation, on a cédé une partie de notre marché agroalimentaire et les agriculteurs attendent encore la compensation. Le gouvernement conservateur se compromet que dans les 100 premiers jours, on va livrer la compensation d'accord à un échéancier fixe. Et pas seulement ça, il faut penser aussi qu'il y a un autre accord qui est négocié avec les États-Unis et le Mexique. Là, il va y avoir encore des pertes. Et je pense que les agriculteurs ont déjà perdu beaucoup. Et il faut compenser ça. La défense de la gestion de l'offre, ce n'est pas seulement de belles théories, c'est dans la pratique. Le Parti conservateur va protéger la gestion de l'offre, mais de plus, va compenser ça que les agriculteurs ont perdu déjà. Merci, M. González. Droit de réplique maintenant pour M. Sébastien Lemire. Il faut avoir son bureau profondément loin à Ottawa pour penser que nos producteurs agricoles, ce qu'ils veulent avoir dans la vie, c'est une compensation. C'est un chèque qui va couvrir un moment. Puis en plus qu'ils l'attendent et qu'il faut qu'ils se battent, qu'ils mettent leur poids politique pour pouvoir s'assurer que cet argent-là soit livré. Ce que les producteurs agricoles voulaient, c'était pas des compensations, c'était pouvoir faire leur plein revenu éternellement. Parce que la compensation, elle va couvrir une période, 5 ans, c'est tout. La brèche, elle est faite pour le restant de la vie des producteurs agricoles. Et ça ferait très mal. C'est de l'argent qui ne se fera plus comme revenu dans les régions. Trop souvent, les producteurs agricoles, puis pour avoir travaillé à l'UPA pendant près de 2 ans, je sais à quel point ils se sont fait promettre mer et monde dans les élections que tous les partis politiques sont des alliés. Moi, c'est ma gang l'UPA, puis évidemment, quand ça a été le temps de voter, j'ai voté avec eux. C'est pas comme Erin O'Toole qui a voté contre la gestion de l'offre, puis c'est pas les libéraux qui ont ralenti volontairement le processus en comité du commerce international pour s'assurer que ce projet de loi meurt au feuilleton, comme c'est arrivé. Monsieur Lemire, merci. Poursuivons avec M. Legault-Lacasse. Je tiens vraiment à le réitérer, là, pour vrai. Là, on a défendu la gestion de l'offre du plus qu'on pouvait. C'est un gouvernement libéral qui l'a mis en place, puis c'est un gouvernement libéral qui l'a défendu. On le sait, on parle beaucoup de gestion de l'offre parce qu'on parle de nos accords économiques. C'est les conservateurs qui ont négocié une bonne partie de l'accord économique avec l'Europe, puis que c'est eux qui ont cédé les brèches dans la gestion de l'offre. C'est eux qui ont négocié une bonne partie aussi de l'accord avec le Pacifique, puis c'est eux qui ont créé des brèches dans la gestion de l'offre. Si je peux nous remettre en contexte, là, quand on parle de l'ALENA, là, on était assis en face de Donald Trump, du président des Américains, qui voulait complètement abolir la gestion de l'offre. C'était ça qui était en jeu, là. On était là dans un accord économique pour décider sur des questions puis négocier sur tous les secteurs de notre économie. Puis Trump voulait abolir la gestion de l'offre. Alors, c'est pas vrai de prétendre qu'on ne l'a pas défendu. La gestion de l'offre existe toujours aujourd'hui, puis on parle de compensation. C'est des compensations qui viennent du milieu, c'est ce que les producteurs voulaient, puis ça répond directement aux demandes des associations des producteurs. Merci, M. Lacasse. Poursuivons avec Mme Bethany Stewart. Merci. NPD va toujours protéger, prendre soin et aussi
de les industries canadiennes. On va prendre soin des travailleurs autour de la Canada qui travaillent aux industries canadiennes. On va aussi investir dans les industries canadiennes pour être sûr qu'ils sont protégés des concurrents. Alors, avec ça aussi, ça va investir en l'économie du Canada et au Québec, parce que si on investit directement dans nos industries à Québec, à Abitibi-Témiscamingue, on peut aider les économies et on peut aussi aider la pénurie de main-d'œuvre. Merci. Merci, Mme Stewart. Maintenant, M. Luis-Henri González. Je voudrais préciser deux éléments qu'on a parlé. Un, c'est la compensation. Malheureusement, les producteurs agricoles ont perdu 18% du marché à conséquence des derniers traités commerciaux internationaux. Alors, la compensation, c'est très important. Ce n'est pas que c'est suffisant, mais il faut compenser les 18% qui ont perdu déjà des places de marché. La deuxième question, c'est la défense de la gestion de l'offre. On a besoin d'un gouvernement fort, majoritaire, qui pourrait défendre notre traités internationaux pour aller chercher plus, pour imposer la même qualité qu'on va faire que les produits qui viennent de l'extérieur doivent respecter et faire la bonne concurrence avec les produits d'ici. Dans la mesure qu'on a ce mandat clair, le gouvernement conservateur pourra défendre l'agriculture du Québec et du Canada. Merci. Merci, M. González. Merci à tous nos candidats et notre candidate pour leur présence ce soir. Aussi d'avoir aussi bien respecté les règles comme on le précisait plus tôt. Vous nous avez permis d'avoir un débat qui se déroulait dans le respect. Merci beaucoup. Merci au public présent aussi. Je cède la parole maintenant pour le mot de la fin à M. Charles Lavergne, président de la Chambre de commerce Témiscamingue. Eh bien, quoi dire? C'était un débat des plus intéressants, j'estime, qu'on a eu l'occasion de voir qu'on avait un véritable choix. On constate que chaque candidat a sa perspective qui lui est propre. On remarque les grandes lignes des partis qu'il représente. Je pense qu'il y a vraiment 4 différentes directions. Et bien sûr, le Témiscamingue décidera de son côté dans quelle direction il veut aller. Je suis bien heureux que la Chambre de commerce ait pu les accueillir. Je suis bien heureux qu'ils aient accepté notre invitation au débat. Ils ont tous accepté instantanément à partir du moment où je les ai invités. Je vous en remercie beaucoup. Je pense que je vous félicite, je vous remercie. Et vraiment, je vous reconnais pour le courage que ça prend de venir ici ce soir, de présenter votre position, de vous préparer et le courage de sillonner les 4 coins de l'Abitibi-Témiscamingue qui est immense. Je tiens à vous dire que j'en sais quelque chose d'ailleurs. Alors, merci d'avoir été là. Merci Philippe d'avoir mené le débat d'une main de maître. Merci à Philippe. Merci. Une bonne plainte d'applaudissements, effectivement, pour Philippe. Merci beaucoup. Malgré des problèmes d'ordre technique mineurs, je crois que tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez voter en grand nombre, bien sûr, en espérant que le débat de ce soir ait su vous aider à prendre votre décision. Juste un petit mot de la fin. Bien sûr, les médias vont vouloir vous parler et j'aimerais pouvoir prendre une photo avec le modérateur, les candidats et les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce Témiscamingue, une fois que la poussière sera retombée et que les médias auront terminé avec vous. Alors, une bonne main d'applaudissements pour tous les candidats. Et puis, merci. Bonsoir. Monsieur Lavergne, si vous me permettez 2 petites secondes, je tiens à remercier la présence justement de mes collègues des médias, Lucie Charret du Citoyen et de l'Éclat abitibien, Bianca Sicchini-Joly de CKVM FM 93.1 et aussi la présence tantôt de RNC Média qui avait délégué une caméra ici, TV Témis qui a procédé à la diffusion de ce débat. Enfin, pour l'aspect technique, un grand merci
à Sonorisation Bullseye pour leur participation ce soir. Merci.